Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart alors on est de retour pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui doit forcément vous intéresser si vous aimez les affaires économiques, parce que la pyramide des âges étant ce qu'elle est, le sujet boomer, il se pose aussi au sommet des entreprises, il se pose aussi chez les dirigeants, particulièrement en Europe. Pascal Legros est avec nous pour en parler. Salut Pascal. Salut Stéphane. Alors, entrepreneur toi-même d'ailleurs, dans une première vie ? Oui, tout à fait. J'ai commencé par faire 10 ans dans l'investissement. Puis après, j'ai basculé de l'autre côté en étant moi-même 10 ans à la tête d'entreprise avec des fonds au capital. Donc j'ai connu les deux côtés de l'opération. Et maintenant, c'est le côté fonds ? Exactement. Et alors, explique-moi un peu la démarche qui est de dire on va faire un fonds pour s'occuper de la transmission d'entreprise. On ne parle pas, pour être bien clair là, de management de transition et de choses comme ça. Là, absolument pas, oui, tout à fait. On parle de structuration du capital. Exactement, d'opération de haut de bilan. L'idée, qui m'est venue, c'est d'être assez différenciant du marché, d'abord sur la taille. C'est-à-dire qu'on est sur ce qu'on appelle le small cap, c'est-à-dire les TPE, les entreprises qui sont valorisées moins de 50 à 80 millions d'euros. Oui, c'est pas des TPE, ça. C'est quand même des PME à 50-80 millions. Alors, tu t'intéresses pas à la TPE à 200 ou 300 000 euros. Non, mais ça peut être des croissances externes sur des TPE qui valent 1 million, 1,5 million d'euros. Donc ça reste quand même une TPE. Il y a 2 ou 3 salariés, ça peut arriver. C'est marginal, certes, mais ça peut arriver. Donc nous, Bismart, dans une dizaine d'années, on peut venir te voir, quoi. Exactement, et peut-être même avant. Allez, si tout va bien, on sera à 15-20 millions d'euros à ce moment-là. Ce sera dans la cible, le cœur de cible. Et donc, j'ai voulu le faire différenciant sur au moins trois axes. La première, c'est que nos bailleurs de fonds sont uniquement des entrepreneurs, personnes physiques, soit qui ont cédé leur entreprise, soit qui diversifient une partie de leur patrimoine. Ça change tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'institutionnel au capital. Ouais. Donc en termes d'état d'esprit, c'est quand même assez différent. Deuxième différence, c'est que l'équipe de gestion que j'ai recrutée sont systématiquement des gens qui ont été opérationnels, qui ont été dirigeants eux-mêmes de TPE, PME. Donc ça change pas mal de choses, c'est-à-dire que l'approche qu'on a dans la transmission, dans les questions, dans la préoccupation du manager cédant, elle est quand même très proche par un vécu commun, par une analogie de ces gens-là. Mais attends, tu apportes quoi exactement comme expertise ? C'est-à-dire, cette expertise financière que tu apportes, elle intervient à quel moment de la réflexion du dirigeant ? Alors, elle intervient en amont, c'est-à-dire qu'au moment où on va le voir, le dirigeant a déjà pris sa décision. Ah, il a déjà pris sa décision. Voilà. Il a donné souvent ce qu'on appelle un mandat devant un cabinet de conseil qui va solliciter sur le marché plusieurs fonds pour savoir s'ils sont intéressés par racheter l'entreprise du dirigeant cédant. Deux cas de figure se présentent. Soit le dirigeant reste au capital et veut simplement sécuriser une partie de son patrimoine, soit il cède carrément parce qu'il part à la retraite ou il veut faire autre chose. C'est pas uniquement les boomers, c'est beaucoup les boomers, mais on a aussi des dirigeants qui cèdent à l'âge de 40 ans parce qu'ils veulent être dans l'hyper-contrôle, parce que s'ils grandissent, ils n'ont pas envie de déléguer une partie du pouvoir et parce qu'ils ont aussi d'autres envies, d'autres rêves. Et puis parce qu'à un moment, comme tu l'as dit, tu as envie de réaliser ton capital. Exactement, voilà. C'est parfaitement légitime. Ils souhaitent partir. S'ils souhaitent partir, là, il y a un problème de transmission managériale. C'est pas uniquement une structuration financière. Donc, bien sûr, nous, on va s'occuper de la structuration financière, mais on va aussi s'impliquer dans l'entreprise de manière à bien comprendre, parce qu'on a été aussi dirigeant, les enjeux du développement de demain, ce qu'on peut créer comme valeur ajoutée, comment on peut développer la structure, comment il faut valider la greffe et l'adéquation homme-projet, puisque c'est toujours un challenge de reprendre une entreprise quand on vient de l'extérieur avec une équipe qui souvent a été biberonnée avec un fondateur. Donc ça, c'est extrêmement important de bien valider les hommes ou les femmes qui reprennent. Et pour ça, on a créé Arcanum M&A, qui est une structure qui passe du temps avec des candidats dirigeants repreneurs, pour qu'on puisse les connaître. Et on ne va pas recruter un dirigeant repreneur comme on recrute un cadre, on le voit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, on va le voir pendant 6 mois, on va le voir 20, 30, 40 fois. Et on va effectivement gommer le plus possible les mauvaises nouvelles qu'on pourrait avoir derrière pour bien valider l'adéquation de projet. Donc on va le voir dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, tu as les deux approches. La double approche, et tu essayes évidemment de marier l'une à l'autre. Exactement. Voilà. Le marché qu'on appelle du MBI, du management buy-in, ça veut dire un management extérieur qui vient reprendre une entreprise, et subit en fait à peu près 1/3 d'échecs. Pourquoi est-ce qu'il subit des échecs ? Parce que la greffe ne prend pas entre les équipes de l'entreprise et le nouveau manager, parce qu'on n'a pas pris le soin ou suffisamment de temps pour valider que cette équation fonctionne. Il faut que l'ADN soit un peu commun. Même si chacun va apporter sa patine, il faut quand même qu'il y ait un ADN commun. Et nous, on fait très attention à ça, puisque les entreprises dans lesquelles on intervient fonctionnent bien, ont une rentabilité forte, sont en croissance forte, ça, on les sélectionne pour ça. Donc ça ne peut pas venir d'autre part que par le talent du manager ou le non-talent du manager sur l'aspect prise de greffe. Quand il y a une forte culture d'entreprise, etc. Voilà. Ça, c'est très important. En plus des patrons fondateurs.
Voilà. Moi, j'ai connu ça dans mon expérience de salarié, en fait. C'est un choc, hein. C'est un choc. Quel que soit le talent du manager, en fait, que tu vas mettre à la place. Tu es dans une aventure entrepreneuriale, tout à coup elle change, c'est compliqué à gérer. Donc il faut le préparer et pour avoir été moi et toute l'équipe, on a eu des expériences de MBI où j'ai repris moi-même une société derrière un dirigeant fondateur qui souvent sont charismatiques. Mais oui. Voilà, c'est des espèces d'autocrates de droit divin qui effectivement en plus non, mais sans ont du être succès. autocrate. Ouais, enfin ils ont réussi à emporter. Voilà, qui en plus ont du succès voilà. et donc ont rassuré les gens pendant des années et tous ceux qui ont connu pratiquement qu'un seul employeur, effectivement, là on crée un choc social. Mais à la limite, je comprends bien ça et je trouve ça super intéressant d'ailleurs. Non, je parlais des boomers parce que c'est un énorme sujet qui est devant nous. Voilà. On a 45 000 entreprises en Europe qui font l'objet dans les années à venir de transmission. Donc un vrai enjeu de transmission, c'est pour ça, notamment de petites entreprises, donc valorisées moins de 50 millions d'euros. Ouais. Donc évidemment, on s'y intéresse de près et c'est pour ça qu'on est sur un terrain de jeu européen de la transmission. Mais c'est l'aspect capital. Comment est-ce que tu maries les deux ? C'est-à-dire, à un moment, toi, tu t'interdis pas de prendre une participation dans ces entreprises ? C'est ce que tu cherches ? Systématiquement. Systématiquement. On va accompagner les managers. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une fiche de cadrage. On va évidemment essayer de préciser leurs projets à la fois sur la partie géographique, gouvernance, investissement. Et nous, on va évidemment, comme on a confiance, on va investir avec lui sur le projet. Alors, très souvent, on va être majoritaire pour des raisons de moyens financiers. Et alors, c'est du private equity. Qu'est-ce qui va... C'est du private equity. Oui, voilà. Mais fait de manière entrepreneuriale. Oui. Non, mais ça fait toute la différence. Tu as trouvé un moyen de bien raconter l'histoire, bravo. Non, mais ça fait toute la différence parce que pourquoi est-ce qu'ils nous choisissent, les cédants ? Parce qu'ils sentent qu'il y a une approche et qu'on va apporter quelque chose d'important. Ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation, le choc de l'inflation qui va sans doute donner lieu à un choc de solvabilité, il ne suffit plus uniquement d'acheter l'entreprise, d'attendre que l'EBITDA fasse un petit peu de croissance ou très peu, et simplement de jouer une plus-value en montant le multiple d'acquisition au fonds suivant qui fera le LBO2, LBO3, etc. Non, maintenant, il faut créer de la valeur pour que l'EBITDA augmente, pour qu'on fasse de la croissance externe, bref, pour que la valeur de l'entreprise, son positionnement, soit beaucoup plus important dans 2-3 ans après l'acquisition qu'il ne l'a été au moment de l'acquisition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut quand même un peu des compétences. Ce sont des gens qui vont accompagner ces dirigeants, qui souvent ne sont pas forcément expérimentés. C'est une reprise, encore une fois, pas forcément l'habitude. Les dirigeants cédants ont parfois aussi atteint un plafond de verre, faut le reconnaître, et donc passent la main à ce moment-là. Donc, on n'est jamais trop nombreux, en ayant un peu cette expérience, en partageant cette séance, pour essayer effectivement de créer cette valeur ajoutée, d'avoir une approche. On n'a pas attendu que la crise soit là pour le faire. C'est super intéressant dans le secteur, parce qu'en fait, le private equity, assez souvent, se spécialise. Et ce qui est super intéressant dans l'approche que tu prends, c'est que, effectivement, avec des PME, même des grosses PME, souvent il y a une opération de fusion-acquisition assez simple à faire, mais que le dirigeant n'a pas voulu faire parce qu'il n'a jamais fait ça, il ne sait pas comment ça se passe que ça, qui va te donner un upside assez rapide. Il y a une internationalisation aussi qui peut être assez facile à faire. Pareil, il ne sait pas comment on fait, c'est pas son truc, etc. Toi, tu vas avoir les gars pour le faire. Donc c'est vrai que tu peux avoir des upsides très rapides avec des entreprises qui étaient de belles entreprises, mais qui finalement vivotaient avec le patron fondateur ou avec le dirigeant en place. C'est un peu ça le modèle. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis ils se reconnaissent quand on a été dirigeant, on sait aussi, parce qu'on l'a vécu, ce qu'on attend d'un partenaire. Et je crois que quand on est pur financier, on a une approche assez vite orientée sur les chiffres. Alors bien sûr qu'il faut les faire, et à la fin, ça se traduit quand même par beaucoup de finances. Mais plus l'entreprise est petite, plus l'aspect humain est important, plus la compréhension d'un business est important. Et ça va se traduire dans le montage financier. C'est-à-dire qu'on va adapter un montage financier qui va permettre, parce qu'on a compris le modèle, de faire grandir l'entreprise sur des axes précis. Pas trop tirer sur la bête. Voilà. Et comment ça, parce que c'est à l'échelle européenne, ce qui est quand même immense. Tu es basé en Suisse, tu as un bureau à Paris. Oui. Comment est-ce que tu vas aller chercher tes cibles ? Alors souvent, on les commence par les croissances externes. On a des entreprises qui sont basées en France ou en Suisse, où on a fait des croissances externes en Italie, en Allemagne, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Comment est-ce que tu les trouves ? Parce que tu t'adresses... On cherche. En fait, la différence, c'est que nous, on cherche. On a des bases de données. Tu t'adresses à tes cibles d'entreprise. Oui. Ce sont des gens petites, et puis qui communiquent pas toujours, quoi. Non, et puis qui ne sont pas forcément vendeurs. Et ben, on a des bases de données, on va les chercher, et puis avec les dirigeants avec lesquels on travaille, qui sont à la tête des entreprises, connaissent aussi un peu leur environnement concurrentiel au niveau européen, surtout quand c'est des marchés européens. Et donc, forcément, on va aller voir des cibles plus rapidement. Eux-mêmes témoignent d'une transmission. Très souvent, on a des dirigeants qui ont 60, 70 ans, qui n'ont pas forcément pensé à transmettre. D'ailleurs, parfois, c'est intéressant. Alors, parfois, on prend des portes qui restent fermées. Mais la plupart du temps, les gens sont intéressés parce qu'on a ce souci de faire grandir, de transmettre.
Et très souvent, sur un projet de croissance externe qui n'est pas uniquement de grandir, mais parfois de la diversification, ils sont assez contents finalement d'assurer une pérennité de leur entreprise vis-à-vis de leurs employés. Il y a quand même, pas qu'en France, mais en Europe, un côté paternaliste chez les dirigeants des boomers, quoi, tout simplement. J'espère bien. Heureusement. C'est assez marqué. Donc ils ont la ce responsabilité souci. sociale. Voilà, ils ont ce souci social, effectivement, qu'on retrouve. Juste pour terminer, il n'y a pas de secteur particulier. Non, tant que les secteurs, tant qu'on agroalimentaire, voilà. On a 6 secteurs de prédilection qui nous paraissent bien avoir traversé la crise et continuer à traverser des crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires, qui sont la mobilité, qui sont la silver economy, qui sont des niches dans l'agroalimentaire, qui sont du digital, le luxe, voilà des thématiques qui nous intéressent, mais on n'est pas bloqué sur ces thématiques-là. Et effectivement, tant que c'est rentable et en croissance, et qu'on sent que la photo dans 5 ans peut être bien meilleure que la photo actuelle, on investit dans les secteurs concernés. La marque, alors je vais dire commerciale, la marque, c'est Arcanum. Voilà. Arcanum. Et si vous êtes intéressé d'une manière ou d'une autre par ce discours, c'est Arcanum qu'il faut regarder, c'est Arcanum qu'il faut aller voir. Voilà, exactement. Merci Pascal. Merci à toi. Pascal Legros, donc, qui nous accompagnait.